je vais essayer de vous parler du mouvement nationaliste du progrès, du mouvement nationaliste du progrès au REL. Alors, j'ai appelé ça « Réflexion sur un cas d'école et ses enseignements ». Alors, je voudrais démarrer par une question que vous pourriez légitimement vous poser. Enfin, pas ici, parce que vous avez tous sans doute entendu parler un tout petit peu du mouvement nationaliste du progrès, plus ou moins, mais je pense que dans un cours sur la vie politique ou dans un manuel sur la vie politique, je ne suis pas allé vérifier d'ailleurs, mais je le ferai pour la contribution écrite, je pense qu'on n'en parle même pas. Alors, pourquoi s'intéresser par conséquent à une organisation qui n'a duré que quelques mois, entre 66 et 67, et qui a sombré à la suite d'un désastre électoral en 1967. Alors, ce que je vais essayer de faire, au fond, c'est de réfléchir à partir de là sur trois choses. Premièrement, et je suis content que François soit là, parce qu'il a dirigé un volume sur les partis, essayer de réfléchir au fond à ce que signifie la création d'un parti politique et sa pérennisation. Ça a l'air souvent extrêmement simple, mais en réalité, c'est compliqué, et pas seulement dans la mouvance des droites radicales, mais dans la mouvance des droites radicales, c'est intéressant parce que c'est une famille politique peu habituée à cette forme de structuration, qui a souvent opté pour la forme ligueuse. C'était les ligues qui ont défini le mode organisationnel des droites nationalistes. Ensuite, ça a été le temps des unions. Alors, on a eu, bien entendu, des célèbres unions défense des commerçants et artisans à l'époque du foujallisme. Et ça a été aussi, on en parlait tout à l'heure, la voie de la clandestinité avec le RS. Et finalement, si on regarde la chronologie, on se rend compte que, si on laisse de côté le Parti populaire français, le moment après où il y a eu une tentative de créer un parti qui s'est appelé parti, ça a été au début de l'année 1959, le Parti nationaliste, qu'on a tenté de créer sur les décombres de Jeunes Nations, et ce Parti nationaliste a été interdit dès sa création. Alors, cela étant, ici, on ne va pas parler d'un parti, on va parler d'un mouvement, mais je vais quand même essayer de vous montrer que c'est bien d'un parti politique dont il est question. Je vais réfléchir aussi sur l'horizon international d'une telle formation, tant sur le plan de son programme que à travers son souci de s'afficher à travers un réseau étranger. Qu'est-ce qu'on peut en dire et quel poids, évidemment, est-ce que cela revêt? Et puis, dans un troisième temps, et ce sera une conclusion, je ferai le point sur l'évolution de l'organisation et je dresserai le bilan mince de son action. Un bilan mince, évidemment, du point de vue électoral, mais qui, à mon avis, est plus intéressant qu'il n'y paraît quand on regarde l'itinéraire d'un certain nombre d'acteurs. Alors, première chose, créer un parti. Le cycle ouvert par Jeunes Nations me paraît intéressant, parce que on connaît le poids de la Fédération nationale des étudiants nationalistes, on connaît le poids de l'organisation armée secrète, et ce qui est intéressant, c'est que quand on relit, pour une critique positive de Weber, il y a deux choses qui m'apparaissent importantes, c'est la sacralisation du militant, mais à l'inverse, le parti est relativement absent. La notion de parti est relativement absente. Et de ce point de vue, je voudrais repartir du comité de soutien d'Europe Action et de son bulletin d'information. Son bulletin d'information qui s'intéresse à la notion de parti. Alors, s'intéresse à la notion de parti en expliquant, ce qui est d'ailleurs vrai, que le comité de soutien d'Europe Action, dans lequel figure la FEM en particulier, et puis les gens autour de la revue Europe Action, n'est pas un parti. Très bien, ils expliquent qu'ils ne sont pas un parti, parfait, mais un parti d'ailleurs, on va voir ce que ça signifie pour eux. Mais quelques mois plus tard, je vous rappelle que les élections présidentielles c'était décembre 1965, quelques mois plus tard, le 30 janvier 1966, une conférence nationale qui se tient à Paris réunit 200 délégués et va créer le mouvement nationaliste du progrès qui va tenir son premier congrès, et son seul congrès d'ailleurs,
les 30 avril et 1er mai 1966. Alors, la dénomination choisie, mouvement et non parti, elle est, à mon sens, significative. Elle est significative, mais elle ne doit pas, cela étant, nous conduire à nous limiter de trop aux droites radicales, parce qu'en fait, la notion même de parti, à droite en général, elle est assez mal vue. Hein. À gauche, on a des partis, à droite, on n'en a pas. Les gaullistes ont jamais eu un parti, les indépendants non plus, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le parti, pour ces gens? Je reprends le fameux bulletin du comité d'Europe Action. En soulignant qu'il n'est pas un parti, le comité d'Europe Action précise justement ce qu'est pour lui un parti politique. Un parti politique, c'est assimilé, je les cite, à un appareil électoral. C'est pas faux d'ailleurs, justement, c'est ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne le veulent pas être. Un appareil électoral qui voit son action liée, je cite toujours, à des impératifs d'élection, qu'elles soient présidentielles, parlementaires ou municipales. Et le comité d'Europe Action, de soutien d'Europe Action, se voit beaucoup plus, je les cite de nouveau, et là, les mots évidemment ont tout leur sens quand on connaît l'itinéraire des protagonistes, le noyau d'une école de militants et d'un centre de propagande, et même, on ajoute un peu plus loin, une nouvelle école de pensée. On connaît la suite et la naissance de la revue Nouvelle École en 68. Et c'est de cette nouvelle école de pensée que doit procéder la révolution occidentale. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est peut-être de souligner deux ou trois choses. À travers, au fond, cet accent mis sur la nouvelle école de pensée, sur l'importance des raisons éthiques plus que politiques, sur la guerre idéologique, etc., c'est que on mesure, me semble-t-il, toutes les limites que peut avoir dans ces droites radicales françaises, ou dans ces fractions des droites radicales françaises, le modèle léniniste. Et là, je dirais qu'il faut prendre Weber au pied de la lettre et contourner d'un certain point de vue ce qu'il dit. Quand il explique dans Pour une critique positive qu'il faut faire du Lénine collectif, etc., en réalité, ils font du Lénine en sacralisant le militant, mais ils ne font pas du Lénine du point de vue de l'organisation. Et quand souvent on compare effectivement les droites radicales françaises de l'époque et l'extrême gauche qui commence à se constituer, en réalité on tombe sur, on a quelque chose, me semble-t-il, de tout à fait différent. Le révolutionnaire professionnel, pour dire les choses clairement, sert de référence à Weber et aux autres, pas le parti bolchevique. Et ça, je crois que c'est un élément qui me paraît important. Deuxième élément important, c'est la conviction pour ces gens que la politique va nécessairement être mue par le débat d'idées. Et là, ce qui est important, alors ça peut évidemment, par la suite, on sait tout l'usage qui sera fait de Gramsci et du gramscisme de droite, mais à l'échelle française, il n'y a pas besoin d'aller chercher Gramsci, il faut aller chercher Maurras, même s'il ne le cite pas. Car moi j'ai été extrêmement frappé en regardant tout ça de près, ils ne le citent pas mais ils l'ont lu, c'est qu'on retrouve ici cette idée que le combat se gagne d'abord par les idées. C'est-à-dire que d'un côté, on lit sous la plume de Dorcel une série d'articles sur les décomptes de l'action française, etc. Mais en réalité, que font-ils? Ils expliquent que le combat se gagne d'abord par les idées, que le travail partisan serait quand même au départ pas quelque chose de tout à fait intéressant, si ce n'est méprisable, et de ce point de vue, il est très frappant de voir ce que font les militants du comité d'Europe Action pendant la campagne présidentielle de 65. Ils font la campagne de Tixier-Billancourt, bien entendu, c'est-à-dire qu'ils distribuent des tracts, qu'ils assurent les meetings, etc. Mais leur grande affaire à quelques jours du premier tour, à quelques semaines, disons, du premier tour, c'est d'organiser à Paris le 9e anniversaire de la Révolution hongroise. Il est clair que si vous préparez une campagne, pardon, qui a 1000 personnes, tout ça va très très bien, mais si vous êtes lancé dans une campagne présidentielle, c'est pas exactement l'activité qu'il faut mener. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font à cette occasion? Ils en profitent fort classiquement pour mettre en vente le mensuel. Là, on retrouve évidemment un schéma tout à fait proche de celui de l'Action française. Alors,
Il existe certes dans ce comité d'Europe Action un secrétariat à l'organisation. Quand on regarde les archives sur la façon dont fonctionne ce secrétariat à l'organisation, qu'est-ce que l'on constate? Alors, effectivement, il existe bel et bien, mais son activité principale, c'est de diffuser le journal et de diffuser les livres de la librairie Saint-Just. Bon. Donc, évidemment, il y a un problème à cette échelle. Et par conséquent, lorsque on va passer des comités d'Europe Action à la mise en place du mouvement nationaliste du progrès, on est en présence de gens qui, en réalité, sont des débutants dans l'action politique, dans l'action partisane. Alors, quand on y regarde de près, le parti est créé fin janvier, le congrès a lieu quelques semaines plus tard. Qu'est-ce que l'on observe de la constitution de ce parti? Plusieurs choses. Quand on regarde l'organigramme et le mode de fonctionnement, première chose qui frappe, mais on l'avait déjà dit d'ailleurs l'année dernière, il n'y a pas de chef charismatique. Par rapport à l'héritage de droite radicale, c'est quand même intéressant. Et Wener, il est évident que Wener va être le délégué général, mais Wener n'occupe pas la position qu'aurait pu occuper en son temps, un chef charismatique comme Doriot, enfin tous les gens dont on a parlé. Deuxième élément important, c'est les deux secrétariats, organisation et politique. Direz-vous, alors là, c'est du commun, c'est du classique. Mais quand on y regarde de près, qu'est-ce que l'on constate? Un, on constate que dans le secrétariat à l'organisation, la FEN, la Fédération des étudiants nationalistes, figure en tant que telle. Vous avez un parti politique ou un groupement préexistant, la Fédération des étudiants nationalistes, figure en tant que tel dans l'organisation. La FEN n'est absolument pas la branche jeune du mouvement nationaliste de progrès. Elle est, au contraire, pleinement intégrée à l'organisation d'un parti. Et c'est assez logique, parce que c'est d'elle dont va procéder la suite. Alors, cette FEN, elle entend, et elle a entendu, et elle a conservé son autonomie. Très bien. Mais qu'est-ce que l'on constate en songeant, évidemment, à ce qui a pu être fait avant d'autres circonstances? C'est que la Fédération des étudiants nationalistes autonomes, en s'installant ès-qualité, les statuts sont tout à fait clairs, ès-qualité dans le secrétariat à l'organisation, reprend ni plus ni moins, alors mutatis mutandis, bien entendu, la place qu'avait le Front nationaliste dans l'organigramme de l'organisation secrète, enfin de l'organisation armée secrète à Alger. Avec tous les problèmes que ça a posé, le problème des commandos de zone par rapport aux commandos Delta, le problème des étudiants autonomes par rapport au reste de l'organisation, etc., etc., etc. C'est-à-dire que là, il n'y a eu absolument aucun enseignement tiré, mais de toute façon, les types de la FEN n'auraient surtout pas voulu abdiquer leur importance. Ils existent, ès-qualité. Mais ça, évidemment, par rapport à un parti classique, c'est tout à fait unique. Deuxième élément important, quand on regarde le secrétariat politique, qu'est-ce qui compte dans le secrétariat politique? Il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est, alors je vous l'ai amené, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'insigne du mouvement. Alors l'insigne du mouvement, il a été dessiné par, nous expliquons, un graphiste éminent, c'est possible, vous avez peut-être ça en main, voilà ce que c'est. C'est une lance en forme de fusée. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique à propos de cet insigne? On nous dit, voilà, ce parti, c'est tradition française dans un cadre ultramoderne. Intéressant aussi, parce que je vais y revenir. En fait, ce MNP s'intègre parfaitement dans la France gaulienne. Tout en la combattant, ils ont un vocabulaire et ils répondent à des enjeux qui sont ceux de ce temps. Il y a la lance, il y a la fusée, tout ça en mouvement. Mais dans le secrétariat politique, quand on regarde les documents sur les commissions à l'intérieur du parti, etc., où le débat est-il riche et où finalement a-t-on une véritable réflexion?
réflexion incontestable et un savoir-faire, c'est en matière de propagande. La propagande est très privilégiée, avec un vocabulaire, avec une façon de faire qui montre que on a des gens qui savent de quoi ils parlent. Cela n'est nullement étonnant. Le responsable de ces commissions, c'est François d'Orcival. François d'Orcival qui est appelé, qui commence déjà à être un jeune professionnel de la presse et qui est appelé à être un journaliste tout à fait en vue. On connaît la carrière de d'Orcival. En revanche, dans ce secrétariat à l'organisation, on cherche, pour le coup, des acteurs qui ont pratiqué ce qu'est l'implantation politique, l'implantation militante, etc., comment tenir un fichier. Voilà. Troisième élément, le collège central et les commissions. Là, on voit très bien qu'il y a le poids des idées, mais au-delà du poids des idées, il y a 4 commissions, et j'avoue que les titres des commissions sont assez intéressants. La première, j'avais lu ces archives il y a longtemps, mais là quand je me suis replongé pour le... La première, c'est prospective. C'est extraordinaire. Là, on est au cœur des années 60, Jouvenel, analyse des prévisions, etc. Biopolitique, c'est moins surprenant. Économie, troisième. Histoire et littérature, en 4. Vous remarquerez qu'il n'y a rien sur les institutions, rien sur le social, rien sur la géopolitique, etc. Donc, on voit bien, et d'ailleurs quand vous songez à ce que sont les sommaires d'Europe Action ou des cahiers universitaires, qu'on a une forme de décalque. Et que là, le passage, si vous voulez, de la transition de l'imprimé à l'organisation se fait mal. Dernier élément, mais c'est cette première partie, je vais la terminer, rassurez-vous. Quel est le type de militant voulu par le parti? Alors, le parti a conçu un questionnaire qui est assez élaboré. Alors, un questionnaire assez élaboré, alors avec tout un contenu sur l'état civil, avec l'état de santé, la santé, les condamnations. Ce questionnaire, on y trouve un certain nombre d'éléments sur le passé politique. Là, il y a des questions très précises. On demande aux futurs membres s'ils ont été membres d'organisation, candidats, et on leur pose des questions précises sur le rapport à un certain nombre d'événements. Quels sont les événements cités? Quels sont ceux qui ne le sont pas? Alors, dans les événements cités, le poids de l'Algérie est évidemment important, alors que pour une critique positive, évidemment, prenez ses distances avec l'Algérie française, mais il y a 2 événements majeurs sur lesquels on ne leur demande rien. C'est ce qu'ils ont pensé du putsch, on parle des barricades, mais pas du putsch, et ce qu'ils ont pensé de l'organisation armée secrète. 2 sujets qui ne sont pas abordés. On leur demande aussi, et là ça renvoie à la question sociologique, j'ai presque envie de vous dire que la sociologie du mouvement se dessine déjà à travers le type de militants qu'on cherche. Quels sont les penseurs qui les ont influencés? Si vous demandiez à un militant du Parti radical le penseur qui l'a influencé, vous auriez quand même du mal, souvent. Bon. Quels sont les ouvrages qui ont compté pour eux? On est chargé de répondre. On dit 3 maximum. Bon. Et puis, très intéressant, et là je pense qu'il y a quand même, pour le coup, un petit poids du Parti communiste, de la façon dont on le conçoit, il y a le souci, me semble-t-il, à travers ce questionnaire, de créer un vivier de cadres. Je vous avoue que tout ça m'a fait beaucoup penser à Maurice Tréand, au PC du début des années 30, quand Tréand se retrouve, Tréand qui est illettré d'ailleurs au départ ou à peu près, mais qui se retrouve à la tête de la commission des cadres. Et qui, à partir de la commission des cadres, va alors là avoir un rôle dans le parti, évidemment, tout à fait évident. Là, il est clair, on cherche des cadres. On cherche des cadres. Alors, on cherche des cadres et on cherche des jeunes. Et on est très fiers de dire que les délégués, pour beaucoup d'entre eux, entre 20 et 35 ans, c'est formidable. Deuxième étape, quel horizon international à l'occasion du congrès? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le poids de l'international dans la propagande figure. Il figure avec un parti pris affiché, même si le mouvement s'appelle Mouvement nationaliste du progrès, on met en avant, on met l'accent sur l'Europe fédérale contre l'Europe captive. Et là, je pourrais vous donner un tombereau de citations là-dessus, sur l'Europe, l'Occident, etc., etc. Et Weber, de ce point de vue, est tout à fait clair quand il présente le programme, mais le programme il est présenté partout. L'Europe, d'abord, j'explique, je cite
disciplinaire, dont l'unité politique doit se réaliser sur une base fédérale. Alors là, il est évident qu'on est en rupture, évidemment, avec un discours nationaliste classique et d'abord avec le discours de la française, mais on n'est en revanche pas en rupture avec tout un courant européen des droits syndicales françaises. Il y a des éléments que vous connaissez bien, je n'y reviens pas. Une base fédérale qui permet la manifestation des originalités provinciales et nationales, tout ça est tout à fait classique. Et puis bien sûr, la défense de l'Occident, la solidarité du monde blanc, partout où il se bat. Programme international affiché, donc pour le développement sur la guerre froide, etc., je n'y reviens pas. Promotion, lors du congrès, d'un certain nombre de délégations. Et là, évidemment, ça paraît tout à fait nouveau de mettre en évidence des délégations. Là encore, quand on observe les délégations, on voit qu'effectivement, là c'est très très bien pour Ivrea, parce qu'on a Europe et Amérique, donc c'est parfait, mais il faut quand même, au-delà de la liste, détailler un petit peu de quoi il s'agit. Alors, si je vous dis qu'il y a de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, des Américains, il y a même des Hongrois et des Slovaques, c'est formidable. Là, on voit très bien ce qui est ici privilégié. Mais, quand on y regarde de près, bien sûr, on a des individualités, dans certains cas, qui sont citées, on a des mouvements qui sont cités. Et qu'est-ce que on constate en réalité deux choses. Premièrement, que ce réseau international, que le parti met en avant, en particulier dans sa brochure, voilà, on a une page entière avec des listes, puis on retrouve ça ailleurs, on constate que pour l'essentiel, je dis bien pour l'essentiel, et l'essentiel c'est vraiment, on est plus proche de 80% que de 51%, c'est que ce réseau international, c'est le réseau international des jeunes de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a, alors, du côté portugais, c'est le Front révolutionnaire portugais, enfin j'ai presque envie de vous dire, c'est tous les copains d'Alain Benoît, et voilà, donc c'est de l'époque. Donc le Front révolutionnaire portugais, la revue Frente, bon très bien. Du côté espagnol, c'est les phalanges universitaires et le groupe Juan Pérez. En Italie, c'est Pino Rauti, Lombardo, donc c'est les gens d'Ordine Nuovo. La Fédération des étudiants européens de Belgique. Pour la Grande-Bretagne, le représentant les plus vieux, c'est John Mallet, mais il le connaissait d'avant, et c'est toute l'affaire rhodésienne. Et idem pour des contacts avec les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière cette liste, il y a des axes. Michel n'est pas là, il n'est plus là. Mais il y a une absence totale de monde germanophone. Il n'y a pas d'allemand, il n'y a pas d'autrichien, il n'y a pas de suisse à l'Union. Zéro. Bien sûr, cette mise en avant de l'étranger correspond à une mise en scène. Mais une mise en scène qui a été voulue, pensée comme telle, avec des moments qui sont des temps forts, en particulier quand on présente une délégation et qu'on présente également le drapeau du front rhodésien de Salisbury, qui symbolise l'union de tout l'Occident. Mais, derrière, effectivement, tous ces symboles, il y a, je vous le disais, le poids de la FEN, c'est évident. On voit très bien que la FEN est l'armature de cette affaire. Et en fait, le sujet, c'est comment, au fond, un mouvement étudiant peut se transformer en parti politique. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Et on va voir comment il n'y arrive pas. Mais, ce qui est intéressant aussi à souligner, me semble-t-il, c'est que dans ce rapport à l'international, on voit bien qu'en même temps, le seul parti important qui existe à l'époque en Europe, le mouvement social italien, il est là. Il aurait pu y avoir les Allemands, ils n'y sont pas. Mais si on prend le problème à l'envers, on se dit de toute façon, ces gens auraient voulu s'appuyer sur des organisations, sur qui, grand Dieu, aurait-il pu s'appuyer? Sauf à faire venir des représentants, effectivement, des régimes en place. Ce qu'ils auraient pu faire. On aurait pu demander à des gens de la phalange, du movimento, ou mais il n'en est pas question. Ils ne sont, au fond, c'est international, c'est internationalisé, mais cette internationalisation ne s'opère que sur marge. Et ça, c'est un élément important. Alors, ça m'amène évidemment à m'interroger, dans un troisième temps, sur l'action qui peut être tirée de tout cela. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à partir de cette création partisane qui pose problème?
de ce souci d'internationalisation qui est affiché, mais où, par exemple, ils ne sont pas allés étudier de près comment fonctionnait le mouvement social italien. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Première chose intéressante en termes d'action, c'est que on constate, bon, vous aurez tous les détails dans le papier, que l'implantation, évidemment, elle est loin d'être nationale, mais il y a un certain nombre d'endroits où il y a un travail d'implantation. Et là où il y a un travail d'implantation, c'est en particulier ici. C'est de ça dont je vais vous parler. Ici, c'est-à-dire le Grand Est et la ville de Metz en particulier. Il y a, alors là j'ai amené ça, c'est assez drôle, vous avez, alors on voit qu'il y a peu de moyens parce que c'est renéoté, enfin quand même. Vous avez nationaliste, donc c'est le mouvement, c'est le mensuel du mouvement du MNP en Moselle. Vous avez courrier nationaliste, alors j'ai toute la collection, je ne vous en ai qu'un seul exemplaire, mais c'est l'ensemble du Grand Est. Et là vous avez même le protestataire, c'était le journal d'Urel, ici pendant les élections législatives de 1967. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à souligner? D'abord, il y a effectivement un travail d'implantation, mais quand on regarde d'un peu près ce travail d'implantation, et pas seulement dans l'Est, on constate que ça ne se superpose pas exactement. Enfin, ça s'emboîte pas trop mal. On peut articuler l'implantation du MNP à l'implantation de la FEN. J'ai les archives de la FEN, voilà, je peux m'amuser à superposer ça. Et d'ailleurs, assez rapidement, on constate que les représentants de ce mouvement, ceux qui écrivent, sont au fond principalement des étudiants. Alors après, voir un avenir, par exemple, il y a Jean-Jacques Moreau, qu'on retrouvera au Grèce, etc., qui signe les éditos de courrier nationaliste, etc., etc. Ce qu'on constate aussi, c'est que il y a peu de moyens, c'est quelque chose de renéoté, mais enfin à l'époque c'est assez répandu, mais il y a, et ça m'a beaucoup intéressé, et pas seulement d'ailleurs dans le cas de Metz, on est en présence de gens qui commencent à comprendre, mais ils ne vont pas avoir le temps, mais qui commencent à comprendre ce qu'est concrètement de faire de la politique. Et leurs publications sont assez ambiguës. Vous avez d'un côté, parce qu'en Moselle ils ont fait des voix aux élections de 1967, c'est un des rares endroits. Vous avez d'un côté des militants qui vont choisir de se rendre au conseil municipal. Et vous avez, alors pour qui connaît l'histoire de la municipalité Mondon à Metz, vous avez des comptes rendus entiers des séances du conseil municipal ici, avec l'accent mis sur, effectivement, un certain nombre d'enjeux qui sont essentiels dans la ville de Metz des années 66-67, notamment, mais François connaît ça, vous moins, mais toute la question de la rénovation du quartier du Pont-Froid. Là, on a ça en long, large et en travers. Et là, c'est intéressant parce que quand il tape sur Mondon, le maire gaulliste, le symbole de la technocratie, etc., il tape avec des arguments qui sont tout à fait susceptibles d'être entendus par les riverains. Parce que la grande affaire ici, c'est de savoir ce qu'on va faire de logements insalubres qui vont finalement être détruits. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ils sont assez dans l'air du temps. C'est-à-dire que Metz a été beaucoup moins détruite que Nancy parce que, au bout d'un moment, les réactions locales, hein, le comité de renaissance du Vieux-Metz, etc. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a un ou deux qui doivent, j'en suis même sûr, qu'on retrouve après dans le comité de renaissance du Vieux-Metz, ont arrêté ces destructions. Donc là, il y a un travail de fait, de politique, véritablement, sur le terrain. Mais je vais surtout m'intéresser, évidemment, à la question de l'international, puisque c'est le sujet du jour. Et là, dans les mêmes publications, si vous voulez, vous avez à la fois des diatribes contre Raymond Mondon, mais on voit bien que, bon, c'est quand même pas uniquement ça qui les intéresse. Vous avez une part, évidemment, d'idéologique et une part d'international. Dans l'international, il y a deux ou trois choses intéressantes. Un, la dénonciation générale du communisme, avec toujours cette question des anniversaires. Donc là, il y a un agenda militant très précis, les émeutes de Berlin de 53, Budapest 56. Bon. Mais deuxième référence, et là, je me c'est l'Espagne. Le grand homme, c'est José Antonio. Là, alors là, il est pas seulement à Metz, hein. Il est très très répandu. Et là, alors là, on multiplie les références à José Antonio avec des exposés dans les sections,
phalange d'hier et phalange d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un hommage appuyé à José Antonio, aux phalangistes de gauche, etc. Mais c'est l'idée que l'exemple de José Antonio peut être un exemple utilisable, mobilisable à travers, et là on retombe sur ce sur quoi on a parlé l'année dernière, hein, la figure du martyr, etc., etc. Parce que tous les exposés, si vous avez lu les articles, de la même façon, solidarité des nationalistes d'Occident. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va arriver, on va partir d'un exemple national, on va, d'un certain point de vue, l'internationaliser. Alors évidemment, c'est une part de rhétorique, mais je vous résume ça d'une phrase, enfin une phrase que je tire de l'utilisation que je tire. Alors, solidarité des nationalistes d'Occident, c'est bien souligné, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, dans les thèmes. Les nationalistes ont devant eux un même régime, une même société globale. Leurs adversaires sont les mêmes, qu'ils soient en Espagne, en France, en Belgique ou aux États-Unis. Les nationalistes d'Occident sont solidaires car ils savent que le sort de leur patrie est lié. Alors évidemment, ce n'est pas avec ça qu'ils vont obtenir les voix ici, il faut mieux parler de Raymond Mondon, mais vous trouvez les deux. Vous trouvez les deux. Et j'ajouterais que, là aussi c'est intéressant, dans ce... Alors j'ai du mal à me rendre compte de la... Je vais rappeler le titre des archives ici, pour essayer de voir ce qu'il en est de la diffusion, parce que bon, ils annoncent 2000 exemplaires, je suis très limitatif. Bon, ils ont l'air d'être conçus avec un imprimeur, mais en même temps, il est clair que ça paraît, ça doit un minimum se diffuser, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ce jeu, si vous voulez, constant entre le national, enfin même le local, l'international, etc. Et on trouve même, de façon régulière, des publicités, des encarts pour des revues, donc la revue Découverte dont vous avez parlé à la Sardinia, on a des publicités, on a tout ça dans cet ensemble. Alors, cela étant, l'objectif, je vous le rappelle, c'était de se présenter aux élections. Bon, ça se passe en fait très mal, je vais faire très vite, parce que, premièrement, déjà, ils font une erreur stratégique. Pendant des mois, on a parlé du mouvement nationaliste du progrès et on décide de se présenter sous l'étiquette Rassemblement européen de la liberté. Déjà que vous changez de nom, c'est pas formidable. Bon, mais en même temps, il y a eu des problèmes d'argent, il y a eu une série d'éléments. Des campagnes qui ont pu être, et ça c'est intéressant, préparées dans certains endroits, pas du tout dans d'autres. Ici, parce qu'ici, si vous voulez, on a eu des voix dans tout le bassin législatif, 4, 4,5%. C'est pas 3, 5, 4, 4,5%. À l'échelle des années 60, ce n'est pas négligeable. Le Front National fera beaucoup moins 10 ans plus tard. Mais vous avez, cela étant, un accent mis sur, effectivement, des choix de candidature. Candidatures relativement ciblées qui ne sont pas, pour le coup, les rédacteurs de l'organe. Ou du moins pas nécessairement. Quand on regarde la sociologie des candidats, bon, je leur tourne, vous aurez ça dans le papier, on met au contraire en avant des figures dont on veut évidemment souligner qu'elles sont susceptibles d'être symboliques. Et par exemple, ici, le candidat à Metz, il s'appelle Auguste Franck, il a 31 ans et il est artisan couvreur. Alors, c'est assez extraordinaire, j'ai une photo où il est sur un toit. Alors, voilà, donc Auguste Franck, artisan couvreur. Alors, on explique, il tient bien sur le toit, mais il a été para. Bon, ça, je pense que ça rassure quand même, je pense, voilà, hein, parce que bon, pourquoi lui, mais en règle générale, et là on retrouve, parce qu'ici, Jeune Nation était assez implanté avec Guérito, etc., on retrouve effectivement un ancrage non négligeable. Deuxième élément important, c'est la localisation des thèmes de campagne. J'ai trouvé ça assez intéressant. Localisation des thèmes de campagne, là on n'est plus uniquement dans le registre international, on est sur des enjeux très précis, et notamment pour Metz, je n'y reviens pas, sur la question de la rénovation du Pontifroy. Mais c'est quelque chose de comparable à Saint-Étienne, enfin bon, j'ai trouvé d'autres choses. Cela étant, le REL, qui devait présenter plusieurs centaines de candidats, n'a absolument pas présenté autant, bien loin s'en faut, et les candidats n'en étaient finalement que quelques dizaines, et évidemment, les
chiffres, si vous les prenez à l'échelle nationale, on est à 0,40%, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne sur place. Là où il y a eu un travail militant, il y a quand même un peu de résultats. Un peu de résultats qui s'expliquent par des implantations déjà anciennes. Mais l'essentiel, c'est tout de même de souligner que c'est un échec. Alors c'est un échec qui, et je finis là-dessus, renvoie à trois choses, me semble-t-il. Un, l'incapacité à construire, à ce moment-là, une force politique partisane. Ça prend souvent du temps. L'autre jour, j'ai fait un jury de thèse sur le mouvement vert. On voit qu'en fait, les Verts se créent en 1984 et qu'en réalité, c'est très intéressant parce qu'on était avec Bertrand Joly à Nantes. Et en fait, la naissance du mouvement vert, on croirait la naissance du Parti radical. C'est une série de comités qui vont progressivement, ils montrent ça très très bien. Et on voit bien qu'il y a un processus de décantation. Là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas les bases, etc., etc. Deuxième élément important, c'est que c'est une organisation, me semble-t-il, assez originale, qui, à la fois, fait emprunte à un héritage non assumé et probablement non pensé, mais qui est bel et bien là quand on y regarde à peu près, qu'est l'héritage de l'Action française. On retrouve bien le passage de l'imprimé à l'organisation, mais ce qui est tout à fait différent, c'est que l'imprimé joue un rôle, mais il y a surtout le poids, effectivement, de ces structures étudiantes. Et l'échec, au fond, de la transformation d'une structure étudiante en un parti politique. Et là, je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant à comparer avec, effectivement, un certain nombre de mouvements d'extrême gauche des années 70. Là, il y aurait quelque chose à faire. Comment on passe, ou comment on ne passe pas, de l'un à l'autre, des JCR à la Ligue, etc., etc. Il y a quelque chose, me semble-t-il, à creuser. Troisième élément, et je rebondis et je finis là-dessus, sur ce que disait Nicolas tout à l'heure à propos, au fond, de l'internationalisation. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, là encore, il est clair qu'il y a évidemment, on est très loin d'embryon d'une internationale nationaliste. Je veux dire par là qu'on est très clairement dans une logique de discours. On est très clairement dans une logique de discours, même si à l'échelle nationale de l'organisation, et même au moment du congrès en particulier, la question des délégations étrangères, c'est pas uniquement des références. Les types étaient là, ils étaient réellement là, ils sont photographiés, on les voit, et puis ils sont là. Bon. Mais en même temps, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que du point de vue des références, on est beaucoup plus, et là, avec José Antonio, ça me paraît tout à fait évident, dans quelque chose de symbolique. C'est-à-dire qu'au fond, on est beaucoup plus dans le symbolique, je dirais, que dans le réemploi conscient. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer que, finalement, on parte de José Antonio, de qui on veut, et qu'on essaye, au fond, d'analyser, tout simplement, politiquement, ce qu'il a fait, ce qu'on pouvait en faire, etc., etc. Là, on est beaucoup plus dans une logique, je dirais, incantatoire, symbolique, dans quelque chose qui renvoie à l'héroïsation, beaucoup plus, encore une fois, qu'à une démarche internationale. Et je finis là-dessus. Étonnant, effectivement, c'est l'absence de lien avec l'Allemagne, même avec la Belgique, ici. Enfin, du point de vue organisationnel, manifestement, il ne se passe pas grand-chose. J'ajouterais, cela étant, que si on regarde, au fond, la réalité des choses, on a eu ici des travaux de fait sur les relations transfrontalières, d'autres forces politiques, sur le syndicalisme, etc., etc. Même au moment des grèves de la sidérurgie, dans les années 70, Sylvain Sherman, qui nous a précédé, moi, et puis François, maintenant ici, qui était professeur ici, Sylvain, a beaucoup travaillé sur les syndicats et les tentatives d'organiser des mobilisations transfrontalières dans ce qu'on appelait l'espace Saar-Lorlux, et ces mobilisations ont toujours été très, très, très difficiles à mettre sur pied. Très, très difficiles à mettre sur pied. C'est-à-dire que dans certains cas, on y parvenait un jour J parce que, on avait décidé symboliquement de marquer le coup, mais lorsqu'il s'agissait de mener un travail quotidien, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, de ce point de vue, effectivement, c'est un
échec, mais je dirais que les droites radicales, en l'occurrence ici, malgré leur volonté, et surtout compte tenu de la faiblesse de leurs moyens, n'échappent pas à ce constat presque un coup près que l'international, c'est dur à mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça n'a pas forcément tellement longtemps, mais on peut en discuter un petit peu là, et puis surtout en discuter un petit peu après. Merci beaucoup.